Bonjour, ici Jean-Frédéric Saint-Germain et bienvenue à votre émission Autour des tours. Cette émission sera particulière puisqu'elle sera davantage une émission d'actualité, mais également la présentation d'un organisme communautaire également particulier. C'est-à-dire, le 24 novembre 2018, le Québec apprenait la démolition de la maison Boileau à Chambly. Aux grandes dames de son histoire pourtant riche et de sa signature visuelle assez importante pour cette ville, un monument unique disparaissait. Pourtant, ici même cette semaine à Montréal, nous apprenions aussi le démantèlement de l'enseigne Archambault au coin Berry et Sainte-Catherine. Conséquemment, c'est sans surprise que nous avons pu inviter, qui a accepté, c'est-à-dire l'organisme en but lucratif Héritage Montréal, fondé depuis 1975. Nous avons notre invité ici, Marc Pagliarulo-Beauchemin, coordonnateur communication stratégie média. Bonjour Marc. Bonjour. Super. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est essentiellement, de manière concise, qu'est-ce que l'organisme en but lucratif Héritage Montréal? Eh bien, c'est une bonne question. Héritage Montréal, donc premièrement, vous l'avez soulevé, un OBNL, donc parfois les gens peuvent penser que c'est relié à la ville, donc est-ce que c'est une organisation publique? Non, c'est bel et bien une organisation privée à but non lucratif qui a comme mandat de promouvoir et de protéger le patrimoine architectural, naturel et même culturel du Grand Montréal. Parfait. Et ce que j'entends un peu, et ce que j'ai pu voir un peu sur votre portail, c'est qu'on parle de préservation de patrimoine urbain et architectural. C'est quoi un patrimoine urbain? C'est une bonne question. Le patrimoine urbain, en fait, c'est assez vaste, hein? Donc, il peut avoir différents types de patrimoine, dans le sens où, par exemple, vous avez soulevé l'enseigne Archambault, il s'agit de patrimoine. Est-ce que c'est du patrimoine architectural? Pas nécessairement. Va être dans ce cas-là, peut-être un patrimoine commercial, mais aussi en lien avec un repère visuel, donc qui est là dans le temps depuis, dans ce cas-là, les années 30, donc depuis tellement longtemps qui fait partie du quotidien de la ville, etc. Un peu comme l'enseigne de farine Five Roses ou la bouteille de lait géante, etc. Oui, excuse-moi. Est-ce que vous auriez certains exemples, peut-être, à nous montrer? Oui, bien justement, comme je vous disais, l'enseigne de farine Five Roses a failli disparaître il y a de ça quelques années. Puis Héritage Montréal a réussi en discutant, etc., avec différents acteurs, dont les propriétaires des multinationales qui étaient reliés à ce bâtiment-là, d'expliquer l'importance de cet emblème-là pour la ville et a réussi à convaincre ces propriétaires-là de restaurer et de garder, de restaurer cette enseigne-là, qui pour le plus grand bonheur des Montréalais. Là. OK, quand même. Donc, si je reviens un peu à votre question, Oui. donc le patrimoine urbain peut être des éléments comme ça, peut être même du patrimoine naturel, si on pense par exemple au Mont-Royal, si on pense au fleuve, etc. Donc, patrimoine naturel, mais aussi patrimoine, comme tu l'as soulevé, architectural. Et là, dans le cas du patrimoine architectural, il y a différents types de patrimoine architectural. On peut penser souvent à des bâtiments historiques, par exemple la cathédrale Notre-Dame, l'Hôtel-Dieu, etc., en pierre grise, mais il y a aussi tout un autre type de patrimoine qui va être, par exemple, industriel, si on pense au complexe Molson, qui peut être institutionnel, donc on pense aux hôpitaux, aux anciens hôpitaux, à des écoles, etc., mais qui peut être aussi, et les lieux de culte, évidemment, donc les églises, etc., hein, un patrimoine extrêmement riche à Montréal et dans la grande région métropolitaine. Quand même. Et est-ce que vous auriez également des exemples, justement, de patrimoine architectural à nous montrer, exactement? Ben, c'est un peu ce que j'ai soulevé. Donc, par exemple, le complexe Molson en est un. Si on a aussi, dans le même ordre d'idée, au niveau industriel, il y a toute la pointe du moulin, donc avec les silos numéro 5, etc., qui va faire partie. Il y a la Chine, il y a un patrimoine industriel assez riche là-bas. Nos bureaux à Héritage Montréal, on est à l'ancien monastère du Bon-Pasteur. Donc, voici du patrimoine architectural qui a été reconverti, dans ce cas-là, en condo, en bureau aussi pour des organisations comme la nôtre, etc. Puis la question, et plusieurs personnes pourraient se demander, ou seraient tentées de se demander, pourquoi protéger ce patrimoine? Bien, je pense que le patrimoine, de prime abord, est en lien avec le collectif, hein, puis l'importance de
sauvegarder le patrimoine, c'est pour se remémorer et se souvenir et aussi souligner surtout l'importance d'éléments qui peuvent être architecturaux et de bâtiments et de complexes dans l'histoire et d'une collectivité. OK, parfait. Et quand on parle d'une collectivité, on parle aussi, comme vous l'avez mentionné, d'une histoire, mais votre organisme a aussi une histoire. En 1975, a été fondé. Et pour quelle raison exactement? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a appelé cette fondation-là ou cette préservation? Donc oui, déjà depuis plus que 40 ans. On célébrait nos 40 ans en 2015. Bien, en fait, pour ceux qui connaissent le quartier Milton Park, il y a eu un soulèvement citoyen dans les années 70 parce qu'il y avait un immense projet de développement dans ce secteur-là qui prévoyait de raser entièrement le quartier, qui comprenait une grande richesse architecturale patrimoniale, des duplex, des triplex, mais aussi des unifamiliales, un patrimoine extraordinaire au niveau architectural. Et ce quartier-là, il y a eu un soulèvement de citoyens pour un peu un soulèvement de bouclier pour arrêter en fait ce projet-là. Et ça a duré assez longtemps. Puis Félix Lambert, qui entre autres fondé aussi le Centre canadien d'architecture, faisait partie de cette mouvance-là et ça a donné lieu à Sauvons Montréal et éventuellement à Héritage Montréal en 1975 qui a été fondé pour aider des regroupements citoyens, etc. dans ce type de lutte. À travers ce que vous m'avez dit, on sent quelque part que les citoyens en 1975 se sont mobilisés, dans le fond, pour protéger une histoire, pour protéger des artefacts qui témoignent de cette histoire-là. La question que j'aurais pour vous à travers ça, qu'est-ce qui fait qu'on conserve un élément architectural, qu'on dit que c'est un patrimoine? Qu'est-ce qui fait quelque part qu'on n'en conserve pas un? C'est une bonne question et qui est complexe aussi. Il y a différents aspects, entre autres techniques. Je ne veux pas trop me perdre dans tout ça, mais entre autres, le patrimoine peut être protégé en étant cité par le gouvernement du Québec à travers le ministère de la Culture et des Communications, peut être protégé par le fédéral et peut être un peu protégé aussi par le municipal à travers l'inventaire des biens patrimoniaux, etc. Donc, par exemple, un exemple pour répondre à votre question, la basilique Notre-Dame n'est pas officiellement citée, n'est pas protégée comme bien patrimonial. Mais on s'entend collectivement pour dire que c'est un bien patrimonial de par l'ampleur et la richesse architecturale de ce lieu-là en Amérique du Nord. Par exemple, Habitat 67 a fini par être cité par le gouvernement du Québec. On peut penser que oui, mais c'est un ensemble contemporain. Eh bien oui, c'est un ensemble contemporain, mais on n'est pas obligé d'attendre nécessairement qu'un site ou un lieu ait 100 ans et plus pour le protéger. Donc là, il y a des aspects un peu législatifs et aussi des procédures qui vont passer par différents types d'acteurs publics, à différents niveaux aussi, publics, donc fédéral, provincial, municipal. Et aussi, il y a tout un soulèvement en lien avec la société civile. Là, il y a des discussions qui se passent entre des organisations, des citoyens, etc. Est-ce que vous avez des antennes à ce moment-là pour différents organismes communautaires qui, justement, vous approchent, vous disent, bien, écoutez, nous, on considère que cette chose-là, une histoire? Bien, les sociétés d'histoire des différents quartiers, mais il peut y avoir aussi des regroupements citoyens. Donc, on l'a expliqué un peu, Sauvons Montréal, à l'époque, dans les années 70, c'était à la base quelques citoyens qui se sont regroupés autour d'une problématiques quelconques, puis qui ont mis leur énergie là-dedans. Puis voilà. Parfait. La prochaine question, Marc, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui caractérise Montréal? Quels sont les emblèmes qui représentent notre ville, qui la fait unique, ni plus ni moins? Il y en a plusieurs, hein. C'est assez vaste. Il peut y avoir, comme je le soulignais tantôt, l'enseigne de Farine Five Rose, la peinte de lait géante, sont des items, des éléments qu'on reconnaît liés à Montréal, autant au niveau des gens qui demeurent que de tourisme, etc. Habitat 67 est un lieu très important aussi. Ce qu'on peut voir qui est quand même cubique à ce moment-là et quand même un profil assez particulier. Qui, au départ, en fait, était surtout un prototype qui était donc très innovateur comme projet. Moshe Safdie, à l'époque, avait fait ça avec des étudiants de McGill, je crois. Donc, c'était un prototype très avant-gardiste
Et c'est ce qui fait que c'est devenu non seulement un bien patrimonial, mais aussi un élément très fort de la signature de Montréal. Bon, le stade olympique, En évidemment. 1976 qu'on peut voir à ce moment-là. Oh, oui, tout à fait, qui est très unique. Après ça, il y a d'autres éléments qui peuvent être, par exemple, le Mont-Royal. Le Mont-Royal qui est un patrimoine qui fait partie du patrimoine naturel, mais qui est très typique de Montréal. Donc, ce mont qui est au milieu d'une ville autour Oui, qu'on le duquel... voit bien là, sur la photo, là, justement. Là. Exactement. Puis aussi le fleuve. Donc, Montréal est une île autour duquel passe le fleuve, etc. Donc, Oh, le tout à fleuve, fait. oui. Parfait. Et selon votre portail, votre organisme a été fondé en 1975. Mhm. Quels sont les événements historiques, de manière rapide, qui ont permis justement la fondation de cet organisme-là? Oui, je vais essayer d'être concis. Donc, dans les années 70, il y a eu un projet de développement immobilier dans le quartier Milton Park à Montréal qui prévoyait de carrément raser le quartier pour mettre en place ce développement-là. Donc, on parle de tout un patrimoine architectural, surtout résidentiel, des triplex, des duplex, etc., des blocs appartements du début du 20e siècle, qui seraient totalement disparu. Et là, il y a eu une levée de boucliers des citoyens qui ont dit « mais ça n'a pas de bon sens », etc. Les gens se sont organisés. Puis, Phyllis Lambert, entre autres, qui a fait partie de ce mouvement-là, a aidé ce mouvement citoyen-là. Et ils ont fait en sorte de faire reculer un peu et la mairie de Montréal, qui trouvait ça intéressant, et les promoteurs, et les convaincre, en fait, convaincre le gouvernement fédéral d'investir et de racheter une partie des bâtiments qu'il y avait dans ce quartier-là pour les transformer en habitation sociale à une grande échelle. Donc, tout ça a donné lieu à la Fondation d'Héritage Montréal en 1975. Est-ce que vous croyez que les gens sont plus ouverts d'esprit face à la préservation du patrimoine qu'en 1975? Aujourd'hui, oui, il y a définitivement une très belle ouverture par rapport à tout ça. Pas seulement une ouverture, mais une évolution collective, sociale par rapport à l'importance de notre patrimoine. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de travail à faire. Il reste énormément de travail à faire pour s'assurer, hein, on l'a vu avec, comme vous l'avez soulevé en introduction, avec la Maison Boileau cette semaine, mais il y a eu plusieurs cas aussi cette semaine qui sont sortis. Donc, s'assurer d'être pas toujours en mode sauvetage, mais d'y aller en amont. Donc, ça va se faire à travers éventuellement une politique du patrimoine au Québec. Donc, il y a plusieurs mesures qu'il va falloir développer. Mais aujourd'hui, pour préserver, dans le fond, notre patrimoine urbain, les gens ne sont pas toujours nécessairement convaincus. On a pu le voir à Chambly avec la Maison Boileau, on a pu le voir avec l'enseigne, c'est-à-dire à Chambault. Il y a d'autres secteurs de la ville, on parle justement cette semaine. Et pour vous, quels sont les plus grands obstacles qui, justement, empêchent une préservation adéquate, dans le fond, de notre patrimoine urbain? Mais tant qu'on ne prendra pas les moyens collectifs de s'assurer d'une protection, donc tant qu'on n'aura pas une politique du patrimoine, ça va être difficile. Tant qu'on n'aura pas une plus grande sensibilisation aussi des pouvoirs en place, par exemple des pouvoirs des instances publiques municipales, mais aussi une sensibilisation des citoyens, etc., c'est des obstacles par-dessus lesquels il va falloir passer en travaillant sur ces aspects. OK, parfait. Donc, vous dites ni plus ni moins, ce que ça nous prend, c'est un cadre législatif compétent. C'est ce que vous me dites. Exactement. Et en plus de ça, une plus grande concertation entre différents milieux, donc différents acteurs qui sont impliqués dans tout ça, donc des acteurs publics aux différents paliers, municipal, fédéral, provincial, mais aussi des organisations, des mouvements citoyens, mais aussi, par exemple, toute la communauté scientifique qui doit être davantage impliquée dans le processus en amont pour expliquer, pour inventorier, pour baser sur des observations scientifiques, qu'est-ce qui est important, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut protéger tel ou tel site. OK, donc quand même, donc vous voulez dire vraiment répertorier d'une manière sérieuse, c'est ce que j'entends. Parfait. Et donc, on a présentement plusieurs édifices sûrement qui sont en danger, plusieurs éléments. Est-ce que vous en auriez certains à ce moment-là qui sont en danger, que vous aimeriez préserver? Oui, tout à fait. Je vais me concentrer sur la grande région métropolitaine, un territoire sur lequel Héritage Montréal se concentre. Mais par exemple, si on pense seulement dans la lignée de l'Hôtel-Dieu
avec le Royal Victoria et la montagne, justement. Donc, l'Hôtel-Dieu et le Royal Victoria, des sites institutionnels importants patrimoniaux, doivent être, il faut penser à une requalification. Qu'est-ce qu'on va faire de ces lieux-là? Le Royal Vic est laissé un peu en plan depuis des années. Donc là, c'est en train de bouger ce dossier-là, mais c'est important de s'assurer que ces lieux-là vont continuer à vivre en les occupant. Est-ce que vous seriez en faveur à ce moment d'un moratoire en attendant qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on fait avec ces lieux-là? Je ne rentrerai pas dans ça nécessairement un moratoire, mais je pense que l'important, c'est de se pencher sur ces lieux-là collectivement, puis encore une fois, de prioriser une concertation entre les différents acteurs. Donc, en terminant, est-ce que vous envisagez, à titre d'organisme, on parle d'Héritage Montréal, dans le fond, d'étendre vos services ailleurs qu'à Montréal? Déjà, lors de la fondation d'Héritage Montréal, puis les premières années, on se concentrait beaucoup sur l'île de Montréal. Là, depuis quelque temps, on a élargi notre mandat à la grande région métropolitaine. Donc, ça inclut évidemment Laval, Longueuil, même d'autres petites municipalités pas trop loin comme Chambly, par exemple, etc. Et donc, il ne faut pas oublier que la grande région métropolitaine est un des territoires les plus riches en patrimoine en Amérique du Nord. Donc, il y a énormément de travail à faire et de projets, en fait, à concrétiser avec tout ça. Notre directeur des politiques, Dino Boumbarou, travaille aussi à l'international en participant à des conférences, etc., dans plusieurs pays du monde. Donc, parfait. Et quelque part, on sent que, justement, l'Héritage Montréal a quand même une notoriété assez particulière à l'extérieur. Et j'imagine que face à cette visibilité-là, vous avez également besoin de soutien. Comment on peut soutenir votre organisme? Mais oui, par plusieurs façons, en fait. D'abord en devenant membre, en appuyant Héritage Montréal, en s'intéressant à ce qu'on fait, etc., mais aussi en devenant bénévole. Donc, il ne faut pas l'oublier, Héritage Montréal a plus d'une centaine de bénévoles. Il y a tout un volet éducatif, on donne des visites guidées, etc., et tous les guides sont bénévoles. Évidemment, à travers le don aussi. Donc, c'est un OBNL privé qui vit beaucoup de dons privés. Et à quel numéro peut-on vous contacter? Donc, vous pouvez nous rejoindre au 514-286-2662. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.